Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Nous allons démarrer dans quelques instants. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent et nous allons commencer dans quelques instants. Voilà, il est 11 heures. Je vous propose de démarrer ce webinaire. Bonjour et bienvenue à tous à ce nouveau webinaire proposé par la CCI Alsace Eurométropole. Je suis Marc Librich, conseiller à la CCI à Schiltigheim. Et j'ai le plaisir d'orchestrer ce webinaire intitulé Sécuriser son activité, protéger son poste de travail et éviter le phishing. Ce webinaire a pour objectif de partager des bonnes pratiques simples et accessibles liées à la sécurité des postes de travail, des périphériques mobiles et à la lutte contre le phishing. Il vous apportera des conseils, des exemples concrets pour adopter les bons réflexes et éviter les erreurs courantes qui peuvent mettre en danger l'activité de votre entreprise. Et pour animer ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Victorien Lazarus, qui est directeur technique du Poisson Barbu, et Matteo Tremisi, consultant chez LBP Conseil. Voilà, bienvenue à vous et merci d'avoir accepté d'animer ce webinaire. Donc, je vous rappelle le déroulé. Donc, il y aura une présentation d'environ 30 à 40 minutes, suivie d'une série de questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat, l'espace de conversation pour poser vos questions par écrit. Et puis, voilà, à la fin de la réunion, en fonction du temps disponible, vous pouvez également, si vous le souhaitez, poser directement vos questions en activant votre micro. Donc, ce webinaire est enregistré et il sera disponible dans les prochains jours sur la chaîne YouTube de la CCI et sur le site internet bizandbuzz.alsace. On vous enverra le lien par mail. Durant le webinaire, on vous invitera également à répondre à quelques questions. Donc, pour cela, il y a un pop-up qui va s'afficher sur votre écran. On utilise l'outil Pulse de Teams pour ces questions. Donc, voilà, n'hésitez pas à participer. Voilà, et ben écoutez, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Et donc, je vous laisse la parole. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, déjà, merci d'être là. C'est un plaisir aujourd'hui de parler de tous ces sujets-là. On va tout de suite commencer. Vous devriez voir la présentation à l'écran d'ici peu. Est-ce que vous voyez bien à l'écran? Voilà, moi je le vois. OK. C'est bon. Ok, c'est bon, nickel. Ok, donc ça va être plutôt simple. La structure, on va commencer par parler du phishing et de comment ça marche. On va rentrer dans les détails. Ensuite, il y aura mon collègue Victorien pour vous parler de comment gérer et protéger les postes de travail. Et ensuite, il y aura une section de questions-réponses pour échanger avec vous. Alors, commençons directement. Qu'est-ce que le phishing? C'est une cyberattaque qui vise à tromper un utilisateur en se faisant passer pour une entité de confiance. Donc, ça peut être une banque, une administration, une entreprise. Alors, il y a plusieurs cibles. Le grand public, les clients des banques en ligne, les utilisateurs de services numériques, les auto-entrepreneurs ou les cibles faciles à atteindre. Du côté public, on a aussi les collectivités locales, les établissements scolaires et les fournisseurs ou sous-traitants qui sont eux-mêmes une porte d'entrée. Et on a aussi les entreprises. Donc on va viser les employés, on va viser les services financiers ou comptables, les dirigeants et les cadres, les nouveaux collaborateurs et les télétravailleurs. Et donc ça, c'est pour avoir des données ou diffuser des malwares ou usurper des comptes pour commettre des fraudes. Alors, le phishing, oui, mais il y en a plusieurs.
Donc, le terme de phishing qui, lui, est plutôt général, c'est pour décrire ce que vous recevez tous les jours dans vos mails, par centaines. Il y en a actuellement d'ailleurs des milliards chaque jour. Et c'est un peu une bouteille à la mer. Ça va être un mail plutôt générique, un Chronopost, un Amazon, un Facebook, qui va vous dire que vous avez gagné quelque chose, et on espère que des gens tombent dedans. Des gens tombent d'ailleurs dedans, c'est pour ça qu'ils continuent d'en envoyer. Mais il y a plusieurs variantes. On va avoir le spear phishing. Alors lui, c'est quand on va viser une personne en particulier. Exemple, je vais me faire passer pour quelqu'un et envoyer un mail à une RH pour demander un changement de RIB et moi récupérer l'argent. Ça, c'est un spear phishing, c'est visé, c'est spécifique. Après, on va aussi avoir le whaling. Donc lui, c'est une variante du phishing, mais qui va viser uniquement les grands cadres, les dirigeants, ceux qui ont les moyens, les accès, les responsabilités. Donc le butin est un peu plus grand. On va avoir le smishing, qui lui est une variante du phishing, mais qui va utiliser le canal de communication des SMS, donc SMSing. Et on a aussi le phishing, donc lui, il est plutôt en vogue les dernières années, puisque avec la montée de l'IA, ça marche encore mieux. Ça consiste à usurper une voix pour reproduire celle de la personne souhaitée et piéger la victime. Mais du coup, maintenant, on va passer aux petites questions. Donc, vous allez recevoir un sondage avec la question, et je vous invite à y répondre pour voir globalement ce que vous en pensez. Selon vous, quelle proportion des entreprises dans le monde a subi au moins une attaque de phishing réussie en 2023? Je vous laisse répondre, la question devrait apparaître à l'écran. Voilà, donc vous pouvez répondre sur le pop-up qui s'affiche. Je vous laisse à peu près 10 secondes. Voilà. Et donc, en répondant, vous voyez ensuite si vous avez répondu juste. Alors moi, j'ai réactivé mon micro parce que je ne vois aucune image et je ne peux absolument rien écrire dans la conversation. Donc je suis là en joker. D'accord. Est-ce que Est-ce que Marc, vous entendez ce qui se Oui, dit? oui, je vous entends, donc je prends des notes, mais s'il y avait un slide, je le vois pas et je vois la question dans la conversation, mais conversation inactive, je peux pas répondre. D'accord. Réponse Ok. B, mais je sais pas à quoi ça correspond, la réponse B. Je vois pas. Bon, effectivement, tant si vous ne pis, voyez c'est pas, pas grave, j'écoute. c'est un peu embêtant, vous Ok. n'avez pas un petit carré avec des slides dedans sur lesquels vous pouvez cliquer? Dans Disposition, dans Teams, c'est un petit onglet normalement affichage ou disposition. Non, prioriser la vidéo. Est-ce que vous arrivez? Non. C'est où? C'est dans affichage? Et après? Euh, Ou ouais, donc autre? dans affichage, et vous mettez du coup intervenant, Affichage, intervenant. j'aurais dit. Ça change pas. Impossible d'afficher la présentation. Un problème est survenu. Bon, Ah, ben, c'est pas grave. De toute façon, vous pouvez rafraîchir le peut-être vous pouvez navigateur et essayer sinon. peut-être de sortir de la réunion et de revenir Je peut-être quitte et je reviens. Oui, Bon. oui, faites un éventuellement, oui. peu. Alors à tout de On suite. va Merci. patienter. Voilà. Est-ce que ça marche mieux? Ok. Non, à part que je me vois avant. Mais sinon, donc je vais désactiver la caméra pour pas que ça prenne de bande passante. Mais j'ai pas plus d'infos ou de présentation que ça. Bon, Tant du coup, si pis. vous voulez, le A c'était 21%, le B 51%, et la réponse C c'était 71%. Pour la question du coup de quelle proportion a subi au moins une attaque de phishing réussie en 2023. Donc, du coup, on va passer à la réponse. La réponse était 71%. Donc c'est plus de deux tiers des entreprises qui ont été victimes d'un phishing réussi. Alors ça peut être un salaire mal versé, comme ça peut être plus grave avec des données qui sont extorquées en dehors. Mais ça reste un grand chiffre. Pour la question suivante, quel pourcentage de cyberattaques commence par un simple mail de phishing? Plutôt 11%, plutôt 51% ou plutôt 91%?
Ok, du coup, c'était la réponse C. Effectivement, l'humain est tout à fait au centre des cyberattaques parce que dans 9 cas sur 10, c'est à cause d'un clic que tout dérape. Et pour la dernière question, en 2022, à combien s'élevaient les pertes financières totales causées par des cyberattaques réussies en France? Plutôt 200 000 euros, plutôt 20 millions d'euros, ou plutôt 2 milliards d'euros? Donc les coûts, ça inclut mobilisation des équipes internes, services professionnels externes, rançon versée, perte de productivité. Et là, du coup, effectivement, vous avez vu juste, c'est la réponse C. Donc c'est quand même un enjeu de grande envergure. Donc continuons. Quotidiennement, à quoi ça ressemble? Bah finalement, ça ressemble un peu à tout et rien. Ça peut être des messages génériques, comme on voit pour Doctolib ou le livreur, qui peuvent arriver. Et bon, des fois, on n'attend pas de colis, donc on se doute que c'est pas quelque chose de correct. Mais des fois, c'est un mail qui est plutôt réaliste. On peut voir celui de Free, par exemple, ou celui de EDF, qui fait un peu scoop. Donc ça prend des formes tout à fait différentes. Comme on voit aussi au niveau de la photo, on peut voir que c'est des fausses photos. Donc il faut faire attention. On ne peut pas vraiment croire tout ce qu'on voit de nos jours. Donc, comment ça fonctionne? Alors, en amont, il y a une préparation de l'attaque. Donc, la personne, quand elle va faire un phishing plutôt ciblé, elle va commencer par faire une petite collecte d'informations en ligne. Ça, c'est pas très compliqué parce que de nos jours, on laisse beaucoup de traces en ligne, nom, prénom, photo, activité, poste occupé au sein d'une entreprise. Et donc, elle va créer un message crédible. Ça peut être un mail, un message vocal, un SMS. L'étape numéro 2, c'est de leurrer la cible. Donc, on envoie le message en usurpant une identité de confiance. Ça peut être le patron, ça peut être le fournisseur d'électricité, ça peut être tout et n'importe quoi. Et en général, c'est pas seulement un clic qu'il faut, ça va être télécharger une pièce jointe, répondre quelque chose. Et du coup, les conséquences, c'est qu'il y a un vol de données personnelles, dans certains cas. Ça peut aussi être une infection du poste pour vous espionner, pour vous demander de l'argent, ou alors prendre contrôle de vos comptes pour faire des mouvements financiers. Alors, je vois qu'il y a une question, une main qui est levée. Dans l'idéal, les questions, on devrait les faire à la fin, mais du coup, là, vous ne le savez pas, donc je peux vous prendre votre question si vous voulez. Ou alors c'était une erreur, je ne sais pas. Bon, dans ce cas, je continue. Et je ne vois pas de questions pour le moment. Il y avait une Il y main avait une levée, main levée, en c'est fait. ça. D'accord. Du coup, pour animer ce webinaire, je décidais de cliquer volontairement sur un mail de phishing pour voir ce qui se passait. Comme ça, on va rentrer vraiment dans le concret. Alors, j'ai reçu ce mail de Vinci Autoroute. Ben, ça tombe bien, je prends souvent l'autoroute. Et j'ai été choisi pour gagner un nouveau kit d'urgence de voiture. Je prends souvent la voiture, je fais souvent des accidents. Donc moi, ça me va. Nickel. Je clique. Qu'est-ce qui arrive là? On voit qu'on a une rapide enquête à faire pour recevoir un kit d'urgence pour voiture. Le mail est plutôt original, le code couleur est bon, je vois des petits messieurs en gilet jaune pour l'autoroute. Mais surtout, ce qui m'interpelle, c'est que j'ai que seulement 5 minutes 56 pour le faire. Il faut que je me dépêche. Du coup, je remplis l'enquête ni une ni deux. Et à la fin, je vois que j'ai gagné un kit d'urgence pour voiture qui vaut 100 euros. Il ne reste plus que 5. Mais moi, ça ne me coûte rien. Je dois payer uniquement les frais de port. Donc là, comme n'importe quel humain rationnel, je vais payer les frais de port. Donc je me retrouve ici. Un simple formulaire, mais qui demande déjà beaucoup de choses. Prénom, nom de famille, adresse, code postal, email, téléphone. Et après, il faut procéder au paiement. Alors, là, au mieux, on vous prélève 5 euros et tout va bien. Mais en général, c'est pas ça qui arrive. En général, ce qui se passe, c'est que vos coordonnées bancaires, votre nom, votre prénom, votre adresse, tout est mis sur le darknet et vendu à des escrocs pour les utiliser de manière frauduleuse. Et du coup, que ce soit Carrefour, Vinci Autoroute ou autre, le procédé est toujours le même. On s'investit, on fait une enquête, on vous promet une récompense à laquelle il manque une dernière action. Alors ça paraît peut-être débile comme ça, mais ces campagnes, ça a un coût à envoyer. Donc si on les reçoit toujours, c'est qu'il y a sûrement des gens qui cliquent et que ça marche. Mais du coup, pourquoi ça fonctionne? Très bonne question. Alors, il y a plusieurs petits biais cognitifs qui font que ça fonctionne. Et ça, les pirates ou les gens malveillants le savent très bien. Parce que c'est des biais qui sont universels, prévisibles et exploitables sans qu'on ait conscience. En gros, on se fait manipuler. Alors d'abord, il y a le pied dans la porte. C'est un petit principe qui dit qu'une fois qu'on est engagé, on est bien plus apte à faire une action. On voit bien sur les petits graphiques d'en haut
que globalement, si c'est une requête, il y a beaucoup de non, mais s'il y a une première requête, puis une deuxième, il y a plus de oui. Donc là, on prend du temps, on prend 5 minutes, on remplit un questionnaire, on répond à des questions, on s'investit. Donc on est plus apte à mettre une coordonnée bancaire. Ensuite, en deuxième, on a l'autorité et la confiance. C'est Vinci Autoroute, c'est Carrefour, c'est Free, c'est des grands noms. Ils ne peuvent pas être méchants. Ensuite, on a la version à la perte. C'est qu'on craint plus de perdre quelque chose qu'on pourrait gagner que de se réjouir de gagner. Alors ça paraît un peu compliqué comme ça, c'est pour ça qu'il y a un petit graphique. C'est que la douleur de perdre est plus grande que le plaisir lié au gain. Donc quand on se dit qu'on pourrait perdre quelque chose qui vaut 100 euros, on panique. On se dit vite, il faut que je le prenne. Et en dernier, on a la réduction du temps de réflexion. On n'a que 5 minutes pour répondre. Et ça, malgré l'aspect simpliste, c'est quelque chose qui est très simple et qui permet de court-circuiter notre cerveau. En fait, on va commencer à penser avec ce qu'on appelle le système 1, qui est une partie qui est moins rationnelle, plus impulsive et moins critique. Donc on va être plus apte à finalement payer et se faire arnaquer. Mais du coup, comment repérer un phishing? Parce que maintenant on sait à quel point c'est dangereux. Ben là, ça va être un jeu un peu interactif pour vous. Voici un mail de Microsoft qui me dit que mon mot de passe arrive à expiration aujourd'hui. Selon vous, qu'est-ce qui est faux dans ce mail? Qu'est-ce qui pourrait titiller et faire ah, c'est pas bien? Je vous laisse me dire dans la discussion, ou alors avec votre micro, comme vous voulez. Le Z de SharePoint, tout à fait, c'est la première erreur. Bien, vous l'avez tous vu, c'est super. Mm. Et il y en a une autre. Alors, est-ce que ça vous parle? Alors du coup, l'autre petit élément qui devrait faire tilt, c'est le lien de survol. On voit bien que ça mène pas du tout à un lien Active Directory, un lien SharePoint, quoi que ce soit. Ça mène à un certain v3.sensiwave.com. Donc on voit bien que ça n'a rien à voir avec ce pourquoi on est concerné. Donc il faut faire toujours attention aux liens qu'on survole et à l'expéditeur. Sensiware, c'est un test phishing. Voilà, c'est ça. On ne sait pas ce que c'est pas connu, c'est pas l'ANSI, c'est pas Active Directory, donc non, c'est pas ça, effectivement. Mm. Et en deuxième, du coup, alors ça, c'est quelque chose que j'ai fait en 5 minutes sans coder une seule ligne. Donc c'est pour vous montrer la simplicité que c'est quand même de coder un phishing. Là, qu'est-ce qui vous sonne l'alerte chez vous sur celui-ci? Je me suis inspiré d'un mail justement qui avait été envoyé dans une grande école de France aux élèves et le taux de réponse était extrêmement élevé parce que dans les grandes écoles, les élèves ont tendance à adorer ce qu'on appelle la validation académique. Donc quand quelqu'un regarde ou recommande des compétences, ils sont très vite aptes à cliquer. Donc chez vous, qu'est-ce qui sonne faux sur celui-ci? LinkedIn, c'est ça. Mm. Effectivement, l'expéditeur et le lien se mènent vers un certain LinkedIn, donc c'est pas du tout LinkedIn. Du coup, comment se protéger de tout ça? Alors, il y a plusieurs moyens. Il y a une petite checklist, donc vous pouvez la prendre en photo, mais si jamais le support sera accessible à la fin, donc vous pourrez le garder. En premier, l'orthographe. Les fautes, ça doit alerter. Les grandes entreprises ne feraient jamais un mail avec des fautes normalement. Ensuite, l'adresse mail suspecte. Ça, normalement, vous le voyez dans l'expéditeur, et au pire, vous le voyez quand vous répondez. Un interlocuteur inconnu. Si c'est quelqu'un qui joue sur le fait qu'il vous connaît, qu'il a un nom, un prénom, et que vous ne le connaissez ni d'Ève ni d'Adam, c'est pas le bon. Les numéros surtaxés aussi. Un lien qui ne correspond pas au site d'origine, ça on l'a vu, et une demande d'informations personnelles. Jamais une entreprise vous demande des informations personnelles par mail comme ça ne se fait pas. Du coup, pour ça, il y a deux manières de faire attention. Il y a de un, les outils techniques. Donc un bon antivirus, ça empêchera l'exécution d'un malware présent dans un mail. Ça évitera que le virus se propage. On peut aussi avoir un filtre anti-spam qui bloque les mails. Donc ça, c'est en amont de la boîte aux lettres, c'est entre l'expéditeur et la boîte aux lettres. Vous pouvez avoir une solution. Par exemple, en France, on a Mail in Black, qui sont connus pour ça, qui vont utiliser l'IA, qui vont réfléchir un peu, et qui vont permettre de filtrer les mails qui sont à spam. Et aussi, on a le blocage des exécutables. Donc ça, c'est dans les politiques d'entreprise, pour bloquer les exécutables inconnus, pour pas que les fichiers se lancent. Et après, au-delà des outils, il y a les bonnes pratiques. Se méfier des pièces jointes, vérifier l'expéditeur, et aucune action dans l'urgence surtout. Si quelqu'un vous dit de vous dépêcher, de faire attention, de faire rapide, il ne faut pas. Du coup, pour synthétiser tout ça, comme je vous l'ai dit, ne pas cliquer sur les liens ou les pièces jointes quand on ne connaît pas l'expéditeur, toujours vérifier l'adresse mail, attention aux fautes d'orthographe, être attentif aux mails et surtout quand il y a un sentiment d'urgence,
ne pas cliquer et ne jamais fournir d'informations sensibles. Mais du coup, la menace cybercriminelle, en général, le phishing, c'est que la porte d'entrée, c'est que l'humain. Et le vrai problème, c'est après. Parce que du coup, l'équipement devient le terrain de jeu. Et c'est là que je vais laisser parler mon collègue Victorien. Ah, effectivement, quand même vient de le voir, on sait qu'à un moment donné, une attaque va passer, qu'elle soit de type phishing ou autre. L'idée, c'est aujourd'hui, comment est-ce qu'on va faire pour que notre parc informatique soit sécurisé? Alors, pour sécuriser notre parc, il y a des bonnes pratiques. C'est déjà, il faut un inventaire complet de son parc. Il faut qu'on le sécurise. Il faut qu'on le maintienne à jour. C'est-à-dire que les fournisseurs de logiciels ou de systèmes d'exploitation déploient justement des mises à jour dès qu'une faille est déclarée. Donc, c'est vraiment important aujourd'hui, hein, autant qu'un antivirus, finalement, tenir son parc à jour, c'est vraiment une nécessité. Et gérer le cycle de vie. Le cycle de vie, c'est quoi? C'est finalement, pour faire du phishing, des fois, qu'est-ce qu'on fait? On achète un disque dur sur Internet pour récupérer des données qui n'auraient pas été effacées. On rachète des anciennes machines sur lesquelles l'effacement n'a pas été fait, les données n'ont pas été protégées. Donc voilà. Donc tout ça, c'est une gestion de son cycle de vie. Et aujourd'hui, pour gérer ça, on a un parc qui est de plus en plus mobile. Mobile, non pas seulement les téléphones, mais mobile, nos PC, nos Mac, nos périphériques qu'on utilise au quotidien. Donc aujourd'hui, on a des solutions qui sont venues du monde du mobile et qui s'utilisent aussi pour gérer son parc complet. Et donc, c'est là qu'on va commencer à parler du gestionnaire de périphériques. Et puis, on verra quelle est l'interaction qu'on a aujourd'hui avec la partie antivirale et puis la partie couche de sécurité de type EDR et XDR. Donc, pour sécuriser son poste de travail, on va effectivement avoir plusieurs méthodes. La méthode dont je parlais, c'est la base, c'était le MDM. Le MDM nous permettait de gérer l'ensemble des téléphones mobiles. On était capable de mettre une politique de code, on était capable de faire du chiffrement, de l'effacement à distance. Suite à ça, on s'est dit, OK, on a commencé à gérer notre mobile, maintenant on veut aller un peu plus loin. Donc on veut faire de l'Enterprise Mobile Management. Donc on veut être capable de gérer des configurations, de déployer de l'application sur nos périphériques, puisqu'il y a des applications métiers des fois qu'il faut qu'on puisse gérer. On veut pouvoir gérer nos mails et on veut gérer finalement le contenu qu'on va déposer sur nos périphériques. Et de ça, on s'est dit, OK, super, maintenant j'ai traité mes mobiles. Par contre, mes mobiles ne sont qu'une partie de mon système d'information et sur lequel on n'a pas forcément toutes les informations puisqu'on n'a pas tous les outils. Donc cette méthode-là, on va l'appliquer à l'ensemble des périphériques. Et donc c'est là qu'on va attaquer la couche UEM, qui est en fait la couche universelle. Tout périphérique connecté à un réseau qui appartient à mon entreprise, je vais pouvoir le gérer. Donc là, on va se baser plutôt sur des solutions cloud, puisque comme on n'est pas que dans le monde connecté à l'intérieur de son réseau, il faut qu'on soit en capacité à gérer le périphérique, quel que soit le réseau où il est, dans mon entreprise, en télétravail, chez le client ou même en déplacement en 4G sur le terrain. Alors, les acronymes dont on parlait, ils ont derrière une signification. Donc, le MDM, on le disait, c'est la gestion de mon terminal mobile, c'est le déploiement à distance et diminuer finalement les interventions techniques qu'on faisait à la main. Imaginez une entreprise qui a 2500 vendeurs, il faut préparer 2500 téléphones, les préparer à la main, c'est un temps colossal. Donc, on utilise le MDM pour se faciliter ce déploiement-là et surtout pour que chaque périphérique soit déployé de la même manière. On est passé ensuite à l'Enterprise Mobility Management. Donc, c'est le fait de rajouter la gestion de mes applications. Comme je gérais mon paramétrage, je veux être capable de gérer mon application sur mes mobiles, de le télédéployer, encore une fois, de manière automatique. Et ce qu'on a connu dans le monde du PC, la GPO, on ne l'avait pas côté mobile. C'est l'EMM qui l'a apporté avec la possibilité de déployer des configurations, des restrictions sur l'ensemble de mes mobiles. Et enfin, aujourd'hui, ce qui est pour les entreprises très matures, c'est l'utilisation de l'Infine Endpoint Management, où là, on va se dire, maintenant, ce que j'ai appris, je veux l'utiliser sur l'ensemble de mes périphériques. Et c'est comme ça que je vais être capable de tout gérer à partir d'une console centrale
et avec une visibilité sur l'ensemble de mes actifs qui accèdent à mes systèmes d'information. Donc les minimums requis, hein, on reprend vite fait, c'est le MDM, déployer, suivre, maintenir des terminaux mobiles, installer à distance des OS et des mises à jour et une partie d'applications, et ajouter ou retirer des appareils de mon système d'information. Le MM, on va rajouter les mêmes fonctionnalités, mais on va rajouter l'utilisation des appareils personnels, les politiques d'usage à distance, donc quelles sont les applications qu'on autorise, quelles sont celles qu'on bloque, la sécurisation des terminaux mobiles, de l'utilisateur et une couche sécurisation de mon réseau. Et l'UEM, c'est finalement, j'intègre les fonctionnalités du MDM, de l'EMM, et je rajoute mes couches de fonctionnalités et de gestion sur l'ensemble de mes actifs. Et puis, je vais pouvoir aller un peu plus loin sur des règles et des comportements en fonction du lieu ou de l'usage. L'idée, toujours, c'est plus on aura de périphériques, plus ça va nous consommer du temps. Autant débuter dès le départ et limiter l'impact temps sur mes équipes informatiques ou sur les personnes qui sont en responsabilité sur la gestion de mon matériel. Alors, comment est-ce qu'on va renforcer la sécurité? Parce que finalement, on dit, OK, on a déployé nos différentes couches, mais ça apporte quoi? Ça apporte, par exemple, là, on a une image d'un poste Windows sur lequel on est en capacité à voir l'utilisation du disque, quel est le constructeur, quel est le numéro de série de ma machine, est-ce qu'elle est encore sous garantie ou pas, c'est ce qu'on va voir dans le petit graphique en haut à droite. Mes couches de sécurité, est-ce qu'elles sont activées sur ce périphérique-là? Là, par exemple, sur ce poste-là, on voit que le Secure Boot, il est activé. On voit que l'antivirus, il est à jour. Que l'anti-spyware, par exemple, est activé, mais que la définition n'est pas à jour. Et sur la partie de droite, on va avoir un contrôle sur le déploiement des mises à jour. Donc, le déploiement des mises à jour ne se limite pas seulement aux mises à jour du système d'exploitation, mais on va aller jusqu'à mettre à jour les applications de manière automatique. Et donc, sur le petit graphique à droite, on voit par exemple qu'on a une application qui n'est pas aujourd'hui en dernière version, la Notepad++, qui est en vulnérable. Et par exemple, sur Windows 11, on n'a pas le tout dernier patch. Donc, attention, c'est une mise à jour critique. Donc, c'est quelque chose qu'il faut déployer le plus rapidement possible. Alors, le plus rapidement possible, c'est où on déclenche une tâche rapidement parce qu'on est plutôt dans un système de remédiation, ou alors on laisse le système se faire, c'est-à-dire que quand la machine va venir se reconnecter, elle va dire, OK, quels sont les jobs, les tâches qui sont en attente que moi, je dois appliquer sur mon poste. Un déploiement uniforme. En fait, on a dit, on va mettre en place des politiques. Donc là, on va avoir une petite différence. Sur la partie de gauche, ce sont les politiques. C'est finalement, qu'est-ce que dans ma politique, j'ai déclaré comme étant obligatoire sur le poste de travail? Cette politique-là, elle peut être unique ou elle peut être séparée en plusieurs politiques. Les politiques vont se cumuler et vont aller se déployer sur le périphérique. Et nous, qu'est-ce qu'on va avoir dans la console? On va avoir un statut pour savoir si effectivement, tout ce qui est dans ma politique, est-ce que ça a été installé ou pas? Et puis sur la partie de droite, on va même pouvoir faire la différence entre ce qui a été installé par ma politique avec la petite valise. Alors ça, c'est un exemple de UEM, mais il y en a plein d'autres avec des fonctionnements différents. Mais là, on va être capable de faire la différence entre la petite valise qui nous dit « ça vient d'une politique », et puis un petit bonhomme qui va nous dire « ça, c'est une action qui a été faite par un utilisateur ». On va avoir la création de dashboards. Dès le moment où on est capable de gérer l'ensemble de nos périphériques, c'est ce qu'on voit par exemple en haut à gauche, on a les différentes plateformes qui sont connectées à notre UEM. On est capable de savoir combien il y en a, donc ce n'est pas vraiment ça qui est important. Mais on a surtout un état global sur un tableau de contrôle qui peut être personnalisé en fonction des systèmes. Donc là, par exemple, on va voir, est-ce que les périphériques ont bien un code à l'ouverture? Est-ce que la localisation, elle est activée ou désactivée sur mes périphériques? Est-ce que j'ai des périphériques qui sont sortis de garantie? Donc, on va créer son dashboard en fonction de ses besoins et de l'application qu'on aura choisie pour gérer notre parc de périphériques.
Alors, qu'est-ce qui est important dans l'utilisation de ce MDM et pourquoi est-ce qu'on parle d'augmentation de sécurité? Aujourd'hui, on sait de plus en plus que nos téléphones portables cachent à peu près toute notre vie. Sauf que ces téléphones portables, on les utilise aussi dans le cadre professionnel. Ce qu'on dit pour le téléphone portable est aussi valable pour les tablettes ou pour d'autres périphériques où on va faire une utilisation partagée, c'est-à-dire un partage entre l'utilisation personnelle et l'utilisation dans l'entreprise. Ces systèmes-là vont nous permettre de créer deux conteneurs. On va avoir un conteneur qui est notre conteneur personnel, dans lequel je vais avoir des applications que j'ai téléchargées depuis le store. Et dans ces applications-là, je vais stocker des données, mes données personnelles. Mes données personnelles, je ne veux pas que l'entreprise y ait accès. Et bien, ça tombe bien, le fait d'utiliser cette solution-là vont créer un conteneur où toutes mes données personnelles et toutes mes applications personnelles vont pouvoir communiquer entre elles, mais que entre elles et ne vont pas communiquer avec ma sphère d'entreprise. Donc, ce qui est valable pour les données personnelles est valable pour les données d'entreprise. C'est-à-dire que tout mon conteneur professionnel ne pourra pas communiquer avec mon conteneur personnel. Et donc, on va être capable de permettre à un employé d'utiliser son périphérique personnel sans décider de mettre à mal la sécurité de nos systèmes d'information. En fonction des logiciels, on va avoir la possibilité de prendre la main à distance directement depuis la console. On a dit on a un inventaire complet du parc. On sait quel utilisateur est dessus. Donc finalement, quand mon support a un appel, eh ben, il va aller se connecter à cette console, il va chercher le nom de la personne, il aura le périphérique, eh ben, il aura un petit bouton qui lui permet même de prendre la main sur le périphérique à distance pour pouvoir voir où l'écran ou interagir avec l'utilisateur. Donc en fonction des plateformes, par exemple les plateformes Android nous permettent de même cliquer à la place de l'utilisateur. Les périphériques Apple vont nous permettre juste d'avoir une visibilité sur l'écran, mais en tout cas on pourra guider la personne à distance et donc être beaucoup plus efficace dans un traitement de problème. On parlait de gestion du cycle de vie. En fait, on va gagner à tous les niveaux. Pourquoi? Je vais acheter mon périphérique chez un revendeur. Ce périphérique-là, au lieu de le faire arriver dans mon entreprise, je vais pouvoir l'envoyer directement à mon employé. Si par exemple, il fait du télétravail à 100%, eh ben, je vais envoyer son nouveau PC, son nouveau téléphone à domicile. Il va l'ouvrir, il va le connecter à un réseau. Et en fonction des constructeurs, on va pouvoir automatiser une partie ou tout le déploiement du système d'exploitation et derrière des applications. Donc l'utilisateur va se connecter sur sa session, il va voir apparaître dans les quelques minutes, les quelques heures qui suivent, les applications l'une après l'autre. S'il a un problème, eh ben, on va être en capacité à réinitialiser à distance le poste et à refaire une installation. Donc on va gagner sur des échanges de transport. On va gagner en termes de temps puisqu'on va diminuer le temps de monopolisation de notre employé. Et le gros avantage aussi, c'est qu'à la fin, ce périphérique-là, on veut peut-être le revendre ou on veut le détruire. Et ben, pour être sûr qu'il soit revendu ou détruit dans de bonnes conditions de sécurité, eh ben, on est en capacité à l'effacer à distance. Et ça, on peut l'effacer à distance aussi bien en cas de fin de vie, mais si par exemple un employé vous appelle et vous dit « Ah, je viens de perdre mon téléphone », eh ben, vous pourrez lancer une tâche de suppression du téléphone. Dès que le téléphone va se reconnecter au réseau, cette tâche-là va se lancer automatiquement sur le téléphone et va supprimer l'ensemble des données. Donc la personne aura peut-être récupéré un téléphone, mais en tout cas, elle n'aura pas accès aux données qui sont dessus. Et si on veut même aller plus loin, on peut même bloquer le téléphone à distance, ce qui fait qu'il ne sera même plus utilisable par un voleur ou par quelqu'un qui va vouloir le racheter, notamment dans tout ce qui est vol à la volée. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on disait, hein. C'est au moment où mon périphérique arrivera en fin de vie ou s'il a été volé, je suis en capacité, donc là on le voit par exemple sur un téléphone Android, je suis en capacité à supprimer l'ensemble de la mémoire du téléphone. Si une carte SD de stockage est connectée dans le téléphone, je peux même effacer cette carte à distance. Je vais pouvoir supprimer la protection, hein, donc le fait que quelqu'un réutilise ce téléphone, et je peux le rendre silencieux, c'est-à-dire que l'utilisateur n'est même pas au courant qu'une tâche de suppression est en train de se lancer. À un moment donné, le téléphone va s'éteindre, il ne sera plus utilisable. Alors en synthèse,
Aujourd'hui, l'automatisation de la gestion des périphériques, ça va me porter quoi? Un gain de temps pour mes équipes. Mes équipes, elles ne sont pas là pour déployer des périphériques, elles sont là pour gérer des projets internes à mon entreprise. Là où j'ai une plus-value, elles vont autant les utiliser sur ma plus-value. On va avoir une meilleure gestion du cycle de vie. Pourquoi? On a un inventaire, donc on est capable de savoir à n'importe quel moment quels sont les périphériques qui sont en fonction, chez quel utilisateur, quel est l'état. Si demain, par exemple, je dois faire une migration sur un nouveau système d'exploitation, rappelons-le, par exemple, Windows 10 est bientôt en fin de vie, il va falloir passer à Windows 11, eh bien, à partir de cet inventaire-là, je serai même capable de valider à distance si ma machine est compatible ou non Windows 11. Je vais pouvoir tout centraliser avec mon UEM. Je peux superviser tous mes terminaux, quel que soit le système d'exploitation. Je vais gérer finalement mon périphérique mobile ou mon PC de la même manière. On ne se pose plus la question. Il faut tous les gérer pareil à partir d'une console centralisée. Je vais avoir donc ma vision à 360 de tous mes périphériques utilisateurs. Donc c'est vraiment important, hein, cette vision sur l'ensemble. On avait avant notre outil qui permettait le déploiement des PC, notre outil qui permettait le déploiement des mobiles, notre outil qui permettait de gérer la partie IoT. Et ben aujourd'hui, avec l'UEM, on va avoir tout ça dans une seule console. Encore une fois, gain de temps, parce qu'on n'a qu'un seul outil à apprendre, on n'a qu'un seul endroit où gérer toutes les politiques. Mais le deuxième avantage d'avoir un outil unique, eh ben, c'est en cas d'incident de sécurité. Demain, on est alerté, attention, un phishing est rentré, il a commencé à déployer du ransomware, eh ben, on est capable d'interagir sur l'ensemble de notre parc à partir d'une seule console. Donc, on met toutes les équipes autour de la table de comment est-ce qu'on va traiter cette remédiation, et à partir de notre UM, on va pouvoir lancer ou un patch, une mise à jour, parce que tout d'un coup, on a eu une mise à jour importante à déployer tout de suite, ou même, on va pouvoir se dire, ah ben tiens, comme à l'époque, quand 3CX a été attaqué, on nous a dit, ah, il faut absolument supprimer l'application 3CX, il faut passer par le web. Eh ben, à partir de notre UEM, on va lancer une tâche de désinstallation de 3CX sur l'ensemble du parc. On va faire une communication à nos utilisateurs disant maintenant, utilisez l'application web qui permet de continuer à utiliser votre téléphone de manière sécurisée. Et tout ça, on l'a fait à partir d'un seul endroit. Donc, on va effectivement réduire drastiquement la charge et vraiment, on va pouvoir réutiliser notre équipe interne sur ce qui nous est propre et c'est ce qui permet de développer notre entreprise, c'est finalement les projets métiers. On va pouvoir ouvrir la session de questions-réponses. Voilà, alors si vous avez des questions, vous pouvez les poser soit dans l'espace de conversation, ou alors vous pouvez également voilà, activer votre micro et la poser en direct. En attendant les questions, je vous mets dans l'espace de dialogue le lien vers notre site internet bizandbuzz.alsace, sur lequel vous retrouvez les replays de nos webinaires, ainsi que des articles consacrés au numérique, et puis bien sûr aussi l'actualité du festival, donc sur lequel nous travaillons sur l'organisation. Et donc la prochaine édition, ça sera au mois d'octobre, mi-octobre 2025, dans toute l'Alsace. Voilà. Donc pour le moment, il n'y a pas de questions. Donc je peux également vous annoncer notre prochain webinaire. Ce sera donc au mois de juin, le jeudi 5 juin à 11 h, et ce sera un webinaire intitulé Comment l'intelligence artificielle va bousculer la recherche en ligne, ChatGPT, Perplexity, Gemini, Copilot. Et c'est un webinaire qui sera animé par David Eicholzer, qui est fondateur de l'agence WAM. Voilà, je vous mets également le lien si vous souhaitez déjà vous y inscrire. Voilà, je ne sais pas si vous souhaitez peut-être rajouter un mot. Voilà, si certains sont un peu timides ou n'ont pas eu de questions, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter. Hein. On peut effectivement aller un peu plus loin dans le début du sujet. Là, c'était vraiment de présenter quelque chose de très commun à tout le monde, de comment est-ce que ça fonctionne.
Et en tout cas, merci déjà pour vos premiers retours. Et merci encore à la CCI de nous avoir invités, de nous avoir permis de participer et même d'animer ce webinaire. Ok, ben merci à vous. C'était très 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 intéressant. Euh, donc effectivement, ça nous a permis d'en savoir un petit peu plus sur ces sujets de sécurité. Vaste sujet qui est aussi en constante évolution puisque les technologies évoluent. Donc je remercie tous les participants. Merci beaucoup à vous. Et donc merci à Mathéo et Victorien. Et puis on reste bien sûr à votre écoute. Alors à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, Merci. bonne fin de journée. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Si, au revoir.